Quatrième et avant-dernière thématique de Place au débat au cœur de la fête des solidarités. Aujourd'hui, place à l'Europe, une Europe qui influence considérablement nos législations, mais qui est encore aujourd'hui incomprise par la plupart de ses citoyens. Pour en parler, 4 intervenants. Anne Demelaine, secrétaire générale de la FGTB, Martin Schulz, président du Parlement européen, Jean-Claude Marcourt, vice-président du gouvernement wallon, et Guy Verhofstadt, président de l'Alliance des libéraux et démocrates au Parlement européen. Les organisateurs ont été à la rencontre d'un certain nombre d'Européens en Wallonie et à Bruxelles, un peu partout d'ailleurs, pour essayer de voir ce qu'ils pensent et s'ils se sentent européens. Je vous propose un échantillon pour commencer. Thomas, est-ce que tu te sens européen, toi ? Évidemment, oui. La Belgique est au centre de l'Europe, donc je pense qu'on ne peut que se sentir européen, oui. Oui, tout à fait. Oui, plutôt belge qu'européenne, mais enfin, soit. De cœur, oui, j'aimerais l'être, mais je ne vois pas l'Europe, moi. On nous a dit, oui, l'Europe c'est facile quand vous partirez en vacances, on ne doit pas changer d'argent et tout ça. Mais alors, après, qu'est-ce qu'on ramasse, hein? En réalité, je me sens européenne parce que c'est devenu une nécessité, mais je trouve que nous en subissons des dommages au point de vue économique et ça n'apporte pas un plus pour moi. Pour moi, citoyenne, je suis citoyenne de Mons et de la Belgique. Ça nous coûte très cher parce qu'on ne sait pas bien s'organiser et chacun veut faire sa petite popote. Ben voilà, c'est tout. Vous avez ce sentiment que l'Europe qui s'est construite sur des bases de solidarité au sortir de la guerre, on a perdu tout ça. C'est une affaire, c'est les banques uniquement. Et qu'est-ce que ça a donné, Dexia, etc. Bon. Enfin, je ne suis pas... Vous y comprenez quelque chose au règlement, à l'Europe ? Non, on n'y comprend rien du tout. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour regagner cette confiance du citoyen qui jette la pierre à l'Union européenne sans cesse ? Un peu plus de proximité peut-être. Être au courant des décisions, savoir comment est-ce qu'elles sont prises. La proximité vraiment, c'est peut-être ce qui manque. Ouais. Est-ce que vous avez encore confiance en l'Europe de l'avenir ? J'espère pour les jeunes. Moi, je suis loin, mais pour les jeunes, j'espère quand même que ça va leur ouvrir des portes. Mais, point d'interrogation. J'imagine que cela ne vous surprend pas vraiment, qu'il y ait une forme dubitative, une forme de doute sur cette réalité européenne. Elle finit pas un peu par vous lasser, cette Europe ? Mais écoutez, moi je suis là pour parler, être la porte-parole des travailleurs. Et je suis très pragmatique, les travailleurs le sont aussi. Les travailleurs auront vraiment envie d'être européens, de cette identité européenne, si ça leur rapporte quelque chose. Or, quand on voit à l'heure actuelle ce que l'Europe leur offre comme perspective, ils se posent de sérieuses questions, évidemment. On va sûrement y revenir, mais quand vous voyez la montée des inégalités sociales en Europe, c'est quelque chose d'effrayant. Avant, notre modèle social européen était vraiment porté en exemple sur les autres continents. Maintenant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de travailleurs pauvres. En Belgique, nous sommes dans une moyenne européenne, 23% de moyenne européenne de chômage chez les jeunes, 25% en Belgique, et on atteint des pourcentages inquiétants quand on voit le sud de l'Europe. Alors, si c'est cette Europe-là qu'on nous propose, non, nous ne voulons pas de cette Europe-là. Nous voulons une autre Europe. Le problème, c'est qu'on ne nous entend pas. Alors, le Parlement européen, à certains moments, nous a donné un coup de main. Je pense à la directive par rapport au temps de travail. Donc, à certains moments, on peut compter sur un Parlement européen, mais en ce qui concerne les autres institutions, il y a absence de démocratie, on ne nous entend pas, on ne change pas de cap, et ça devient dramatique. La plus grande crainte pour l'Europe, c'est, comme Anne Demelaine a dit, le déséquilibre social qui s'approfondit et qui est la promesse pas tenue, la promesse justice sociale dans le continent le plus riche du monde, plus ténue,
proximité aux citoyens, une promesse plus ténue, plus démocratie, absolument pas ténue, et plus de chances pour la prochaine génération. Dans quelques États membres de l'Union européenne, exactement le contraire. Donc, l'idée est vivante, l'idée est fascinante, mais la réalité de l'Union européenne est catastrophique. Quelle est la partie de l'institution qui dérape? Les États, au Conseil, je vous ai entendu hurler contre M. Sarkozy un certain jour, un certain moment, la Commission parce qu'elle est trop opaque, ou le Parlement parce qu'il chante souvent qu'il est d'accord avec nous, mais qu'il n'arrive pas à inverser le débat? Pour moi, le problème, c'est que cette crise a été, la crise qui a débuté en 2008, la crise financière, a été mal gérée en Europe. Très mal gérée en Europe, et ce qu'on est en train de vivre, c'est naturellement une crise économique, mais cette crise économique est la conséquence d'une crise profonde politique et institutionnelle en Europe. C'est impossible avec la monnaie unique de gouverner l'Europe comme on le fait maintenant. Parce que l'Europe est surtout gouvernée, non pas par la Commission, je m'excuse, ni pas par le Parlement, mais par le Conseil européen. Et avec 27, maintenant 28 chefs d'État et de gouvernement qui pensent qu'ils peuvent gouverner l'Europe en se voyant 4 fois, 5 fois, 6 fois par an. C'est comme, moi je donne toujours la comparaison suivante, imaginez par exemple les États-Unis d'Amérique, qui sont gérés par les 50 gouverneurs des États. Donc il n'y a pas d'Obama, vous voyez, les États-Unis d'Amérique, pas d'Obama, pas d'administration de gouvernement américaine, pas de thésorerie américaine, pas de bons de trésor américains, pas d'armée américaine. La seule chose qui existe, ce sont 50 gouverneurs qui se voient 4 ou 5 fois par an, qui se disent, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? À l'unanimité. Qu'est-ce qu'on va faire? 50, hein? Est-ce qu'on va entrer en série, oui ou non? À 50. Est-ce qu'on va soutenir le dollar, oui ou non? Quelles sont les mesures? Est-ce que ça fonctionnerait? Non. Tout le monde disait, ils sont fous ces Américains. Eh bien, c'est exactement la manière dont on gouverne pour le moment l'Union européenne. Et donc, ce qu'il faut faire le plus vite possible, c'est rectifier cela. C'est vraiment créer ce que moi j'appelle l'Europe fédérale qui est absolument nécessaire. Mais vous savez ce que c'est l'Europe? C'est 1% du produit intérieur brut de l'Europe. C'est 40 fois plus petit que la pression fiscale et parafiscale en moyenne dans l'Union européenne. C'est 24 fois plus petit notre budget que celui des États-Unis. Ça, c'est la réalité. Et donc, voilà, quand on analyse les choses aujourd'hui, il faut faire la bonne analyse. On a mal géré cette crise, elle est mal gouvernée, l'Union européenne, pour le moment. Et ce qu'on ne va pas faire, c'est dire « Ah, c'est la cause de l'Europe ». Non, c'est à cause de cette Europe, pas de l'Union européenne que normalement, comme État fédéral, on doit créer. Le désenchantement, il ne vient pas du projet européen, il vient de l'absence de projet européen. Et nous n'avons pas aujourd'hui un projet européen lisible pour nos concitoyens. Les États-Unis d'Europe, c'est évidemment le projet européen. Donc, pour répondre à votre question, oui, il faut plus d'Europe et il faut mieux d'Europe. Et pourquoi y a-t-il une réticence à l'égard du transfert de compétences? Mais on le voit bien dans les matières sociales, c'est que si demain la Belgique transfère à l'Europe les matières sociales, nous risquons d'avoir un marché du travail ultralibéral. Et donc, le gros problème qui s'est posé, l'erreur de gestation des 6 qui ont construit l'Europe, c'est qu'ils croyaient avoir une philosophie commune. Et ils avaient une philosophie commune à l'époque. Et donc, ils ne l'ont pas écrite dans les traités. Ils n'ont pas dit, voilà, la philosophie commune, globalement, la social-démocratie, comme Martin Schulz a dit, la croissance économique, la prospérité pour nos concitoyens. À la sortie de la guerre, tout le monde partageait ça. Et puis on a fait entrer les anglo-saxons, et puis on a fait entrer les ex-pays communistes, à juste titre, mais sans prendre de nouveau 2 fois la garantie de dire quel est le vrai projet européen. Et si vous rentrez chez nous, ce n'est pas un grand marché que nous allons faire, c'est un véritable projet européen. C'est là qu'il y a un déficit. Et un des problèmes que nous aurons en 2014, et puis je vous rends la parole, c'est de mettre l'enjeu européen au cœur du débat politique. 80% des législations
implantés en Belgique sont d'origine européenne. Nous sommes directement ou indirectement toujours en relation avec des décisions européennes. Si demain je prends une décision économique, je devrais rendre des comptes à l'Europe systématiquement. Et donc, il faut que nos concitoyens se disent que ces élections sont majeures. C'était les progressistes en Europe qui ont fait appel à la Convention pour avoir la Constitution, parce que c'était la gauche en Europe qui a dit approfondissement avant l'élargissement. Et depuis lors, ça a fait partie de son programme électoral? Ça traînait, et historiquement, il était extrêmement difficile d'attendre avec l'élargissement jusqu'on avait le compromis entre les États membres. La conséquence était la parallélisation de l'élargissement et du processus de la constitutionnalisation en Europe. Et le résultat était le 1er mai 2004, les 10 États membres ont joint l'Union européenne et la Constitution était faite. On était parfaitement dans la parallélisation. Élargissement, la Constitution était là. On a ensuite élargi. Et par les référendums en France et aux Pays-Bas, on a accepté l'élargissement et refusé l'approfondissement de l'intégration européenne. Ça, c'est une des raisons pourquoi on est aujourd'hui dans une malaise énorme, parce que le cadre institutionnel ne correspond plus aux besoins d'une union élargie à 27. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée, c'est l'élargissement qui nous met dans les patates, hein, si je peux le dire comme ça, aujourd'hui. L'approfondissement, on ne l'a pas fait à Nice. On l'a essayé de faire dans la Convention, mais ça a été freiné par 2 consultations populaires. Et puis on a fait un truc incompréhensible dans le traité de Lisbonne, où on a, pour faire passer ces trucs aux Pays-Bas et en France, on a même... le drapeau ne peut pas être mentionné dans le traité, ce qui est complètement idiot, naturellement. Donc, et le problème est là depuis 10 ans. Et j'espère qu'il ne sera pas sur la table encore pendant une décennie. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment faire de cette Europe une fédération qui peut mener des politiques, pas seulement en marché intérieur, aussi des politiques communes, parce que c'est de ça qu'on parle quand on dit politique fiscale, politique sociale, politique industrielle, politique économique, etc. Comment vous voulez mener des politiques communes si c'est avec 1% dans la moitié va naturellement, automatiquement, à la politique agricole commune. Je ne discute pas ça, mais c'est la réalité. Donc il en reste 0,6% du PIB européen pour mener des politiques communes. C'est de la foutaise, ça ne peut pas se faire. Donc là, il faut à un certain moment dire, bien, on fait un saut en avant, mais ça doit être le saut en avant sur tous les domaines. Ça veut dire plus d'unanimité. On en finit avec l'unanimité, parce que ça ne peut pas marcher s'il y a quelqu'un, là, en Finlande, dans le nord, dans le sud, ou à Chypre, qui dit non, on est bloqué. Ça ne peut pas se faire dans le monde de demain. Deuxièmement, politique commune, ça veut dire budget sérieux, ça veut dire des ressources propres, que le citoyen paye directement l'Union européenne plutôt, ce qui fait, parce que vous payez aussi, hein, pour le moment, pour l'Union européenne. Sauf que vous ne le sachez pas, vous le donnez à l'État national, c'est l'État national qui le donne au niveau européen. Mais je plaide pour que c'est une chose directe, que vous avez un contrôle direct sur l'Union européenne. On n'a que quelques avantages soi-disant de cette Union européenne, la monnaie unique, mais qui, dans une crise économique d'aujourd'hui, nous pose beaucoup de problèmes, puisque les tensions internes sont si grandes, tant au niveau économique qu'au niveau social. Si on veut vraiment que les citoyens s'intéressent à l'Europe, il faut que l'Europe les écoute également. Je voudrais dire aussi à Guy Verhofstadt que, OK, plus d'Europe, changeons les règles au niveau des prises de décision. C'est vrai qu'à l'unanimité, et notamment au niveau de la fiscalité, c'est clair que jamais rien ne changera si on ne change pas ces règles-là. Mais quelle Europe voulons-nous ? Moi, ce que je constate quand vous parlez de la Commission, c'est que la Commission a un poids certain. Or, la Commission, et notamment quand elle vient avec ses collègues du FMI, de la Banque Centrale Européenne, pour dire aux pays qui sont en difficulté quel type d'austérité ils doivent mener et comment ils peuvent faire des coupes sombres dramatiques pour les gens les plus fragilisés
encore plus, alors que d'autres politiques seraient à mener. Et donc ce sont des gens qui n'ont aucune légitimité démocratique, et je parle ceux de la Commission. Je sais que ça va changer, mais bon, en attendant, on est toujours dans cette configuration-là. Ce sont des gens qui n'ont aucune légitimité démocratique, qui viennent établir des règles dans lesquelles eh bien, les pays doivent fonctionner et imposer à des gouvernements qui ont été élus comment ils doivent gérer leur pays. Ça, c'est inacceptable. Il y a malheureusement dans nos populations, et c'est pour ça que cette fête a d'ailleurs tout son sens, un égoïsme latent des Allemands à l'égard des pays du Sud en disant c'est notre argent qui sert à ces gens qui ne savent pas gérer. Même chose des anglo-saxons. Or, justement, c'est le discours que nous devons prendre, c'est de dire il faut une Europe solidaire. Elle n'est pas solidaire, elle est fondée sur les intérêts des États. Et je dirais, il y a une connivence, une complicité de la Commission qui joue dans le sens du Conseil pour une politique de droite. Oui, nous avons besoin de l'Europe parce que demain, face à la Chine, face à l'Inde, si on n'apparaît pas unis dans la grande concurrence mondiale, eh bien, nous serons morts. Je préside un groupe qui est le 3e au Parlement européen. Donc, je ne vois pas de tsunami libéral. Ce que je vois, c'est qu'avec la crise financière, la fin d'un capitalisme sauvage qui pensait que l'autorégulation allait tout régler. Ce qui a été la foi de beaucoup d'économistes. La vôtre aussi, hein, pour un moment. Encore maintenant. Mais je vais envoyer à Jean-Claude Marcourt un bouquin qu'il connaît très bien, The Wealth of Nations, d'Adam Smith, hein, le pape du libéralisme, parce que lui, dans son livre, au XVIIIe siècle, disait déjà qu'il fallait des règles, qu'un marché sans règles, c'est un jungle qui ne peut pas fonctionner. Et c'est ça qui fait la différence entre le capitalisme sauvage, d'une part, et un libéralisme de bon sens. Un plus grand pouvoir pour le Parlement européen dans le cadre des institutions serait déjà une percée justement pour arriver à des bonnes solutions. Pour moi, il n'y a pas de contradiction entre une discipline budgétaire qui est nécessaire et d'autre part une solidarité qui doit s'exprimer. Ce qu'on a vu dans l'Union européenne les dernières années, c'est essentiellement discipline budgétaire, ce qui n'est pas mal, mais on n'a pas vu l'autre volet, c'est-à-dire la solidarité. Par exemple, la gestion des dettes. Les dettes sont gérées en Europe d'une manière complètement dingue, n'est-ce pas? On le fait séparément. Ça veut dire que des pays comme l'Italie, l'Espagne, pour ne pas parler de la Grèce ou du Portugal, payent un taux d'intérêt fou. Et donc, on demande alors des efforts d'assainissement supplémentaires. Tandis que s'il y avait eu mutualisation de la dette par un fonds d'amortissement, par exemple, les Italiens paieraient, par exemple, 2% moins de taux d'intérêt. Vous savez ce que c'est chaque année? 2% de taux d'intérêt moins sur la dette, c'est 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros. Le Conseil européen, ça veut dire les chefs des gouvernements, avec un propre président. Bon. Qui attire n'importe quelle décision sur leur niveau, même hors du traité. Pour la législation en détail est responsable du Parlement européen avec le Conseil des ministres. Mais eux, les chefs des gouvernements, attirent, nous l'avons vu dans les négociations sur le budget, même les détails de la législation sur leur niveau. Il y a le philosophe allemand Jürgen Habermas qui appelle ça self-empowerment. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français, autodétermination de ces gens, avec un effet catastrophique pour l'Europe. En cas de succès, ils communiquent ça, pas comme le succès d'un organe européen, ils communiquent ça comme leur propre succès national. Et c'est le jeu du pouvoir. Ils ont le pouvoir dans leurs mains. Mais ils ne sont pas responsables ni devant le Parlement européen intégralement, et devant leurs parlements nationaux, ils sont partiellement responsables. Angela Merkel décide pour la Belgique avec, mais elle n'est pas responsable devant le Parlement belge, comme Elio Di Rupo n'est pas responsable devant le Bundestag, mais il décide pour les Allemands avec.
Donc, nous avons un gouvernement européen qui réclame pour lui d'être le gouvernement hors du traité. Ça, c'est exactement ce qui se passe en Europe, c'est le contraire de la démocratie. Je vous appelle maintenant à ce que nous découvrions un autre invité que les organisateurs ont voulu rencontrer. C'est Amin Maalouf. Alors vous le savez, Amin Maalouf est un écrivain qui est préoccupé par l'idée des identités, identité meurtrière, parfois aussi. Je propose d'entendre sa réponse sur est-ce que vous seriez européen, okay, et pourquoi? Quand je suis arrivé en France, il y a maintenant 37 ans, le mot Europe était un mot magique dans le discours politique. Quelqu'un qui disait Europe faisait taire ses détracteurs parce que c'était un sujet qui était au-dessus des débats. Et aujourd'hui, le mot Europe n'a plus du tout, hélas, le même effet. Il y a une méfiance à l'égard de l'Europe. Il y a ce sentiment que l'Europe est une instance extérieure. Au début, on considérait que l'Europe, c'était nous. C'était notre avenir. Aujourd'hui, les peuples européens ont le sentiment que les instances européennes, c'est une sorte de puissance extérieure qui ne leur appartient pas, qui n'émane pas d'eux, qui ne les représente pas, qui est là pour leur imposer des restrictions, pour leur imposer des choses parfois légitimes et parfois absurdes. Et ça continue, c'est-à-dire on fait jouer à l'Europe, que ce soit à Chypre, en Grèce et un peu partout, ce rôle d'épouvantail qui éloigne les peuples d'Europe. Une question que je me pose souvent, c'est de savoir comment faire en sorte que toute personne en Europe, quel que soit son pays, quelle que soit son origine, se reconnaisse dans ce qu'elle voit en Europe. Dans les institutions notamment, dans la politique, dans les médias. Comment faire en sorte que toute personne adhère, se sente représentée, se sente partie prenante de cet ensemble européen? Est-ce que les Hongrois se sentent européens? L'exemple est mal choisi. Est-ce que les Roumains se sentent européens? Est-ce que les Polonais se sentent européens? Est-ce que les Belges se sentent européens avec les Polonais, avec les Hongrois, avec les Roumains? Est-ce que l'on a une histoire et une trajectoire commune? Pendant 50 ans, on a dit de chacun de ces peuples qu'ils étaient de chaque côté d'un rideau et qu'à un moment donné, puisque le rideau est tombé, celui qui s'était effondré avait eu tort. Est-ce que c'est facile de dire à mon voisin, tu es européen, mais pendant 50 ans, tu as eu tort? Cette liste des citoyens des différents pays qui vous avez mentionné, le roumain, le bulgare, le polonais, le belge, l'allemand, est-ce qu'ils se sentent européens? Ma réponse est oui. Si vous parlez avec les gens là, oui, ils sont européens. Je prends un exemple. En Pologne, il y a un Premier ministre au pouvoir qui a gagné 2 fois les élections en Pologne avec une campagne pro-européen, profondément pro-européen. Par ailleurs, pour l'approfondissement de l'intégration européenne contre les frères Kaczynski, qui l'ont calomnié avec n'importe quelle insultation, quand même, Donald Tusk s'est exprimé et il a obtenu la large majorité 2 fois. C'est le premier ministre polonais, après la chute du mur, réélu, avec une position pro-européenne. Je voudrais vous dire, le pays le plus pro-européen actuellement en Europe est peut-être la Pologne. Mais l'Union européenne, comme il est dans l'état lamentable dans lequel l'Union est, ça fait peur aux gens. Donc, pour répondre à votre question, oui, le sentiment européen existe, mais le sentiment de l'identification avec l'Europe institutionnelle, ça n'existe pas. Mon pays a toutes les raisons d'être européen. C'était l'Europe qui a permis aux Allemands de rentrer dans la communauté des nations démocratiques.
C'était grâce aux Belges, grâce aux Luxembourgeois, aux Français, aux Néerlandais, de l'après-guerre. Recommençons le débat que ces gens ont eu. Si à long terme, les systèmes autoritaires et dictateurs sont plus compétitifs parce qu'ils ne respectent pas nos valeurs, nous sommes perdus. Donc donner à l'Europe et à la coopération européenne de nouveau un esprit de la défense des valeurs individuelles, ça c'est à mes yeux la réponse qu'il faut donner aux jeunes. C'est vrai ce que Malouf dit, il y a le retour des nationalismes pour le moment. Et en plus de ça, de l'euroscepticisme, et on va le voir, j'espère pas trop, pendant l'année prochaine. Est-ce que pour ça, ce sentiment, est-ce qu'on appartient à l'Europe? Je pense que oui, il y a la civilisation européenne. Ça, c'est une réalité qu'il faut aussi investir là-dedans, dans cette civilisation. Jusqu'ici, je dois vous dire... éducation, culture, c'est interdit, cette compétence interdite pour l'Union européenne. Moi, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur de dire qu'on appartient à la même culture, qu'il y a une civilisation. C'est quelque chose qui doit être éduqué, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. La seule chose qu'on a, c'est Erasme. Bien, il faut faire l'Erasme pour tout le monde, pas seulement l'Erasme pour ceux qui ont fini leurs études à l'université, qui sont dans leur dernière année. Donc, un Erasme pour tout et pas faire des économies là-dessus, comme à un certain moment le Conseil l'avait estimé. Donc, investir là-dedans. Et deuxièmement, je crois aussi, j'ai parlé tantôt de politique fiscale, de ressources propres, d'un budget réformé. Oui, si ça aussi doit. Par exemple, des listes transnationales pendant des élections, ça aussi peut aider. Il y a donc un énorme, vaste programme de mesures, de réformes à prendre, justement pour petit à petit créer cette identité européenne, si je peux utiliser naturellement ce mot. Jean-Claude Mercourt, on passe comment du patriotisme wallon à l'identité européenne? Cela, vous y attendiez, évidemment. C'est la même chose. C'est le patriotisme européen. C'est être fier des valeurs de l'Europe. Nous sommes les héritiers des Lumières. Comme j'ai toujours dit, la Wallonie est une terre qui a accueilli tous ceux qui venaient y vivre. On est une terre qui s'ouvre facilement. C'est ça l'Europe. Nous sommes une sorte de microcosme européen. Et il faut valoriser ce microcosme européen sur la démocratie, les valeurs des Lumières et sur un modèle économique qui fasse de la croissance dans le respect des travailleurs et en protégeant les plus fragiles d'entre nous. Les deux grandes valeurs que nous devons promouvoir, c'est l'égalité et la solidarité. Et c'est de faire en sorte de faire un monde meilleur. Mot de la fin avec vous, Anne de Meulen. Je tire la sonnette d'alarme. Du rôle essentiel de la fiscalité en termes de redistribution des richesses. Qu'est-ce que vous attendez pour supprimer les paradis fiscaux, bon sang? Quand on voit ce que ça engendre comme fuite de capitaux, mais fuite de moyens financiers pour les États, pour l'Europe, ce que ça prive évidemment la collectivité, mais prenez des mesures. Il y a la taxe sur les transactions financières, il y a l'impôt minimum des sociétés. Ça, c'est maintenant qu'on attend ce genre de mesures, pas après mai 2014. Ce sera peut-être trop tard. L'année prochaine, vous invitez Jean-Claude Juncker, il va vous répondre à cette question. La suggestion est lancée. Merci. Tout ça,